C'est très important de trouver un courtier immobilier avec qui ça va cliquer, avec qui on va développer une relation de confiance à long terme. On n'est pas en train de s'acheter une paire de souliers qui va coûter 100 $. Conseiller à être bien orienté dans cette première ou cette deuxième ou cette troisième transaction-là. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous présenter 10 critères pour bien choisir son courtier immobilier. Donc, comment bien choisir son courtier immobilier pour l'achat de votre prochain immeuble locatif? Tout d'abord, il y a deux types de courtiers avec qui on peut travailler quand on fait une transaction. Il va y avoir le courtier qui va inscrire la propriété, c'est-à-dire le courtier qui travaille avec le vendeur. Donc, il va mettre la propriété en vente sur Centris. On l'appelle le courtier inscripteur. Donc, c'est lui qui va avoir travaillé avec le vendeur, qui va avoir aidé le vendeur à déterminer le prix, pris les photos, fait la fiche descriptive. Donc, lui, il travaille principalement dans l'intérêt du vendeur. Et il va y avoir le courtier qu'on appelle le courtier collaborateur. C'est le courtier collaborateur qui travaille généralement avec l'acheteur. Donc, il va collaborer avec le courtier inscripteur. Ce n'est pas obligatoire d'avoir son propre courtier, donc d'avoir un courtier collaborateur, mais je vous le conseille fortement quand on débute. Ça vous enlève strictement rien. Donc, il ne faut pas oublier que le courtier qui va inscrire la propriété, son client principal qui va le rémunérer, c'est le vendeur. Ils ont beau avoir un code d'éthique, donc je vous conseille quand même d'avoir votre propre courtier pour faire une bonne transaction qui va être gagnant-gagnant et avoir quelqu'un qui va présenter vos intérêts à vous. Donc, les 10 critères qu'on va voir tout de suite après pour choisir notre courtier, il y en a d'autres. Hein? Donc, il y en a qui sont peut-être plus importants que d'autres. Donc, ça va vraiment dépendre également de votre personnalité. Donc, c'est pour vous inspirer un peu. Je suis Steve Forget, donc j'aide les investisseurs immobiliers qui ont la difficulté à se lancer ou qui ont peur de se tromper à faire leurs premières acquisitions rentables et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Donc, passons tout de suite au premier critère. Donc, connaître le secteur. On le répète tout le temps dans tous les cours, dans tous les livres. Là, je veux qu'on se positionne du point de vue du courtier immobilier. Est-ce qu'il connaît bien le secteur dans lequel vous êtes en train de vouloir acheter un plex ou un immeuble locatif? Il peut être un très bon courtier, être capable de déterminer la valeur, être capable de vous aider lors de l'achat, vous accompagner lors de l'inspection, mais est-ce qu'il connaît le secteur? Et dans certains cas, si on a un courtier, par exemple, qui vient, qui est spécialisé dans l'arrondissement Rosemont à Montréal, mais que je suis en train de m'acheter un immeuble à Shawinigan, mais il y a des secteurs à Shawinigan qui sont peut-être meilleurs que d'autres. Il y a des rues qui sont meilleures que d'autres. Qu'est-ce que veulent les locataires dans tel secteur? Qu'est-ce qui est recherché, etc. Donc, c'est quand même important que le courtier connaisse bien son secteur. Donc, est-ce qu'il y a des quartiers qui sont en développement plus que d'autres, qui vont prendre plus de valeur dans les prochaines années parce qu'il y a des développements à la ville ou parce qu'il y a une certaine tendance dans le secteur? Donc, moi, j'avais une courtière pendant plusieurs années et elle nous a toujours essayé de nous faire réfléchir à quel quartier. Nous, on était à Montréal à l'époque, donc dans quel quartier à Montréal est-ce qu'on devrait s'en aller si on avait décidé de poursuivre nos acquisitions à Montréal. Donc, on se promenait dans différents quartiers juste pour aller voir, pour dire, regardez ce qui s'en vient, etc. Donc, ça peut être intéressant également de sortir et de s'ouvrir les horizons par rapport à ce secteur-là. Un deuxième critère, quand on jase avec le courtier, est-ce que c'est un courtier qui est très disponible pour ses clients? Et on va le voir, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas fait affaire avec, mais ça dépend à quelle vitesse il va répondre à votre téléphone ou vous retournez les appels. Est-ce que ça va être lui qui va retourner les appels ou c'est des adjoints qui vont retourner ses appels? Est-ce qu'il prend 3 jours à répondre à ses courriels? Encore dernièrement, j'ai posé une question à un courtier avec qui j'ai déjà fait affaire. Je lui demandais une fiche. On voulait analyser un immeuble et ça fait 2 semaines, je n'ai toujours pas eu de réponse. Bon, j'ai passé au prochain appel. Après quelques jours, j'ai demandé à un autre de mes courtiers avec qui j'ai collaboré. Dans certains cas, ils sont débordés, ils ont trop, pour toutes sortes de raisons, sont peut-être en vacances, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des bons courtiers. Mais à quelle vitesse est-ce qu'ils vont vous répondre? Donc, s'ils sont en vacances, est-ce qu'ils vont transférer leurs appels ou leurs courriels à quelqu'un d'autre également? Donc, très important d'être disponible. Ça va vite en immobilier quand une propriété arrive sur le marché. Ce n'est pas tellement long. Des fois, la journée même, la journée d'après, il y a déjà des offres d'achat qui vont arriver. Donc, il faut être prêt à réagir rapidement, à faire des offres d'achat rapidement. Pour les débutants, c'est toujours un peu déstabilisant. Ils veulent visiter la propriété, prendre le temps de bien analyser les chiffres, mais la réalité, c'est que c'est souvent pas possible de prendre son temps. Il faut aller vite.
souvent, on ne peut pas visiter un plex, on ne peut pas visiter un immeuble multilogement avant de faire une offre d'achat. Donc, ça désoriente un peu les gens, mais c'est très important. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une promesse d'achat qui est acceptée avec des conditions qui nous permettent de se sortir de la transaction. Donc, la visite des lieux à notre entière satisfaction, se déclarer satisfait des baux, des dépenses, faire la visite à notre satisfaction, l'inspection à notre satisfaction, le financement à notre satisfaction, etc. Mais ce qui est important, c'est d'arriver avec une offre d'achat avant qu'il y ait trop d'offres d'achat qui soient pour. Après ça, on va réaliser nos conditions, donc par exemple de visite des lieux. Un troisième critère, et là, ça va se faire en discutant avec le courtier ou la courtière. Donc, quand on est en train, par exemple, de devoir sélectionner avec quel courtier va m'accompagner dans mes transactions. Donc, je décide que je veux acheter un deuxième plex ou un premier plex, puis je cherche un courtier qui va m'accompagner. Qu'est-ce que je vais demander comme question? Donc, je ne veux pas attendre de voir un immeuble qui m'intéresse sur Centris, puis ensuite dire, bon, je vais me trouver un courtier qui va me conseiller. Non, on essaie de faire ça le plus tôt possible. Donc, on pourrait même, j'ai un de mes amis, lui, ce qu'il fait quand il va mettre en vente une propriété, par exemple, il va même passer des entrevues avec des courtiers. Donc, il va en rencontrer 2, 3 et il va prendre celui avec qui la chimie passe le plus. Donc, c'est quoi son histoire, c'est quoi son parcours à ce courtier ou cette courtière-là? Est-ce qu'il y a de l'expérience dans ce type de propriété-là? Donc, si je veux m'acheter, moi, un quadruplex, mais que le courtier qui est devant moi a fait uniquement des transactions de condos et de maisons unifamiliales, il n'y a peut-être pas toute l'expérience nécessaire pour m'accompagner dans l'achat d'un plex ou d'un 12 logements. Combien il a fait de transactions similaires dans la dernière année, dans les derniers 6 mois? Est-ce qu'il peut nous dire combien il a fait de transactions, combien il y a eu d'offres d'achat d'acceptées, d'offres d'achat de refusées? Également, c'est quoi son parcours un peu professionnel? Hein? Parce que souvent, être courtier, c'est une deuxième carrière pour certains, voire plus. Ce n'est pas toujours une première carrière. Donc, est-ce que c'était avant un inspecteur? Est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait sur la construction? Donc, on veut savoir un peu c'est quoi son parcours. Ça peut nous aider, hein? Ça peut être complémentaire. Donc, quelqu'un qui faisait de l'analyse financière dans une banque, maintenant qui est courtier immobilier, pourrait très bien m'aider si je suis un peu débutant dans les chiffres, donc à m'orienter par rapport à la rentabilité d'un immeuble. Il faut faire vos devoirs. On ne peut pas juste se fier sur un professionnel, mais dans certains cas, moi, j'avais un exemple donc, de Nathalie, ma courtière pendant plusieurs années au départ à Montréal, puis elle était l'experte de sa calculatrice financière. Elle n'allait nulle part sans sa calculatrice financière, puis elle était capable de nous calculer la valeur économique très rapidement, donc avec sa calculatrice. Moi, j'étais au tout début, là, il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, ça peut être pratique, quelqu'un qui est capable de manipuler ces outils-là. Également, moi, j'aime bien, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien quand un courtier, quand j'achète des plex, que ce soit un courtier qui a de l'expérience hands-on, que je peux dire. Donc, je reprends l'exemple de Nathalie. Nathalie, elle avait des plex. Elle avait des triplex, elle avait un sixplex et on était tous les deux. Moi, j'étais au début, elle était au début et elle avait vécu toutes sortes de pépins dans sa carrière de propriétaire. Je ne parle même pas de courtier. Donc, quand on arrivait devant un immeuble, elle était capable de me dire, bon, OK, là, on regarde la brique. OK, ce mur de briques-là doit être fait. Ça va te coûter 40 000 $. Les balcons en avant sont finis. Il faut prévoir les changer dans les 5 prochaines années. Ça va te coûter tant par balcon. Et on ressortait de la visite et était comme, bon, tu as au moins 150 000 de travaux à faire sur cet immeuble-là. Je n'avais même pas encore payé d'inspection, je n'avais rien, mais déjà, de par son expérience elle-même en tant que propriétaire, on était capable d'avoir une bonne idée de combien ça va nous coûter à peu près. Ça pouvait dire des fois, elle dit non, il y a trop de travaux, oublie ça, je ne veux pas que tu achètes cette propriété-là, ça n'a pas de bon sens. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc, comment gérer des locataires? Parce que quand on fait des visites, d'abord, la petite anecdote, mais il y a des courtiers qui vont vous accompagner dans des visites. Ils travaillent avec vous, c'est des courtiers qui vous représentent, vous, l'acheteur, mais ils font les visites avec vous. Et ça, je parle d'un cas vécu. Ils ne font aucun commentaire. Pas de commentaire sur l'immeuble, pas de commentaire sur les logements, et ils attendent de voir ce que vous allez dire. Moi, ça, je trouve que c'est une bonne stratégie quand on achète une maison personnelle parce que le côté émotif, il est là. Mais quand on achète un immeuble comme investissement, je m'attends à ce que mon courtier me donne son opinion, me donne ses conseils, me dise ce qu'il pense de la propriété. Donc, très, très important. Et qui vous disent, c'est vos 4 vérités, mais surtout quand on est débutant parce qu'on est pressé d'acheter. Mais on est mieux de prendre notre temps et de laisser passer quelques transactions. On va finir par développer un peu nos yeux et être capable de voir c'est quoi les différents problèmes, surtout dans les immeubles plus âgés. Donc, l'expérience de votre courtier peut être vraiment intéressante. Ce n'est pas également parce qu'un courtier est débutant ou qu'il y a quelques mois ou un an ou deux qu'il faut les rejeter. Hein?
Donc, les exemples, moi, j'ai travaillé avec des courtiers qui étaient en tout début de carrière, ça devait faire 1 an et demi. Et quand il y avait pas toutes les réponses, il n'y avait pas toute l'expérience, mais quand il y avait une question qu'il ne savait pas, quand il ne savait pas la réponse, ou quand il arrivait un petit problème, un litige dans des offres d'achat, il savait vers qui se tourner. Donc, il appelait d'autres courtiers dans le réseau, etc. Donc, ça peut être quand même, ça va dépendre s'il travaille très bien et qu'il est très social, etc. Donc, ça peut être quand même agréable de donner sa chance à quelqu'un qui a un peu moins d'expérience. Donc, je ne veux pas dire de prendre tout le temps les plus vieux qui ont plein d'expérience, là, pas du tout. Une relation de confiance. Bon, comment on pourrait décrire ça? Comment on pourrait voir si c'est une personne de confiance? Bien, je pense qu'il faut y aller avec notre ressenti également. Est-ce qu'on a l'impression que la personne, et là, je vais utiliser un terme bien québécois, donc est-ce qu'elle est en train de nous bullshiter? Est-ce qu'elle est en train de nous raconter n'importe quoi? Est-ce qu'on a l'impression qu'elle nous dit toute la vérité? Est-ce qu'il cache des informations? Moi, j'ai déjà vu des courtiers qui, je posais des questions sur une fiche descriptive. Je me rappelle, c'était par rapport aux factures d'électricité. Et ce que moi, je trouvais sur les comptes d'Hydro-Québec ne collaborait pas avec ce qui était écrit dans la fiche du courtier. Et, bizarrement, il a carrément fait disparaître de la fiche descriptive les coûts d'électricité. Donc, tu sais, tu te dis, il y a quelque chose à cacher, il y a quelque chose qui cloche, etc. Donc, on le ressent beaucoup. Comment il va communiquer avec vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous respecte? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous comprend dans vos interactions également? Quelqu'un qui ne vous mettra pas trop de pression. Quelqu'un qui va vouloir que vous achetiez absolument une propriété, il faut faire attention. J'ai un exemple là-dessus. Au tout début de parcours, ça devait être ma 2e ou 3e offre d'achat. Et là, on avait une offre d'achat d'accepter. C'était sur la rue Delorimier à Montréal, un petit duplex, juste au sud de Sherbrooke, dans la pente, là, juste avant d'arriver sur Delorimier. Et durant l'inspection, on était rendu à l'étape de l'inspection. L'inspecteur, le hasard de la vie a fait que cette journée-là, le voisin immédiat à droite de la propriété se faisait pieuter. Donc, pour se faire pieuter, ça veut dire qu'on est en train d'aller solidifier les fondations pour aller les ancrer sur le roc quelques dizaines de mètres plus bas. Ça veut dire que les immeubles bougent dans le secteur. Et là, on regarde ça, c'est vraiment un hasard, là. Et l'inspecteur avait de toute façon noté des signes que l'immeuble avait bougé, l'immeuble qu'on était en train d'acheter. Et là, notre courtière à l'époque nous dit « Ah, mais c'est bon pour vous, le voisin vient de faire pieuter son immeuble et comme le voisin est situé un peu plus bas dans la pente, mais votre immeuble va pouvoir s'appuyer sur cet immeuble-là, donc votre immeuble ne va pas bouger. » Écoutez, c'était du grand n'importe quoi. Voir si je vais acheter une propriété en disant « Bon, elle ne bougera pas parce que le voisin a fait stabiliser ses fondations. » Clairement, on avait une courtière ici qui ne travaillait pas dans mes intérêts. Donc, il faut vraiment sentir cette confiance-là. Écoutez vos besoins et ne pas hésiter à vous faire réfléchir. Donc, oui, c'est important que le courtier vous écoute. C'est important qu'il vous fasse clarifier vos besoins, vos attentes. Souvent, les acheteurs vont avoir des attentes démesurées. Si vous voulez vous acheter un quadruplex au plateau Mont-Royal, tout rénové et payé en bas de 500 000 $ et avoir un cash flow positif, il va falloir qu'il vous recadre. Là. Ça ne fonctionne pas. Là. Ça n'existe pas, là, à moins que quelqu'un vous vende un immeuble en ne sachant pas ce qu'il fait. Mais le courtier doit vous recadrer également. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des besoins et des attentes qu'il peut faire des miracles non plus. Donc, bien vous écouter et voir est-ce que ça existe ce que vous recherchez ou pas. Vous conseiller par rapport à ça. Essayez de vous aider à ouvrir vos horizons également. Donc, vous cherchez peut-être sur le plateau Mont-Royal, mais avec le budget et les capacités de financement que vous avez, peut-être que vous allez devoir vous en aller à Verdun, à la Chine, dans l'Est, dans Mercier. Là, je donne l'exemple de Montréal. Là. On peut ouvrir nos horizons. Le courtier a aussi comme tâche de nous faire voir différentes alternatives, je crois, en tout cas selon mon expérience à moi. Donc, nous emmener dans d'autres quartiers, voir différents types d'immeubles. Peut-être que vous cherchez un duplex, mais il pourrait peut-être vous montrer les potentiels triplex, quadruplex et voir avec vous, c'est quoi l'impact sur votre budget, c'est quoi l'impact sur la mise de fonds. Dans certains cas, moi, j'ai une courtière qui m'a aidé grandement donc à ouvrir mes horizons. Puis, c'est pas mal grâce à elle si maintenant, j'ai quelques dizaines de portes, donc plus que 100 portes en fait. N'hésitez pas à accepter que cette personne-là vous fasse découvrir de nouveaux horizons. C'est quoi le plan d'action que le courtier va avoir avec vous?
Est-ce qu'il va vous envoyer des fiches au fur et à mesure qu'ils vont sortir sur Centris? Est-ce qu'ils vont mettre un autopilote que j'appelle, donc que vous allez recevoir automatiquement? Donc, dès qu'une fiche qui répond à vos caractéristiques va sortir, vous allez le recevoir par courriel. Est-ce qu'il va attendre que vous trouviez vous-même sur Centris un immeuble que vous aimeriez acheter et que vous allez lui demander la fiche? Est-ce que c'est un courtier qui serait à l'aise d'aller cogner à des portes d'immeubles qui ne sont pas en vente? Moi, j'ai une cliente qui a fait ça, hein, trouvait un triplex très intéressant. Il était vacant, il ne se passait rien, pas d'activité. Elle a demandé à sa courtière d'aller cogner de retrouver en fait les propriétaires, d'aller cogner à leur porte. Et ils ont réussi à conclure la transaction. Donc, l'immeuble n'était pas en vente et ils l'ont acheté quand même. Ça peut être une façon de faire pour ceux qui ne sont peut-être pas à l'aise d'aller cogner à des portes et de faire de la prospection à froid comme ça. Est-ce que le courtier est à l'aise de faire des offres d'achat sans avoir visité l'immeuble? C'est ceux qui travaillent souvent dans le domaine maison, condo, sont peut-être moins à l'aise de faire ça. Dans les dernières années, là, ça s'est beaucoup accéléré parce qu'il y avait beaucoup de compétition, mais dans les plex multi-logements, c'est très fréquent de faire ça. Quelle fréquence est-ce que vous allez vous rencontrer? À quelle fréquence est-ce que vous faire un petit feedback? Si ça fait 10 jours que vous n'avez pas entendu parler de votre courtier, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'immeuble qui est sorti, etc.? Donc, comment est-ce que vous voulez communiquer avec le courtier? Par texto, par courriel? Donc, il faut s'entendre sur un plan d'action pour voir s'il y a une bonne chimie. Est-ce que le courtier, donc, demandez-lui c'est quoi votre plan d'action et si on est très débutant, il doit vous orienter également. Comme ça va très vite généralement, dans le marché, quand on fait des offres d'achat, ben, il faut que l'acheteur soit aussi préparé, qu'il ait tout son dossier de crédit qui soit bien nettoyé, qu'il y ait déjà des approbations, des pré-approbations dans certains cas, qu'il y ait déjà un notaire en vue qui a déjà contacté. Est-ce qu'il a déjà trouvé son inspecteur? Parce qu'une fois qu'on a une offre d'achat qui est acceptée, les délais sont assez courts, hein? On n'a pas 6 mois pour faire notre inspection, notre financement. Donc, il va falloir aller rapidement. Donc, est-ce que vous avez déjà 2, 3 inspecteurs que vous avez trouvés, que vous allez pouvoir contacter rapidement quand vous allez faire vos offres d'achat? Sinon, le courtier, généralement, va vous donner des références. Je vous conseille quand même de faire vos propres recherches pour avoir votre propre équipe et pas juste de se fier à l'équipe de votre courtier. Est-ce que le courtier travaille avec une bannière nationale? Ça, pour moi, ce n'est pas le critère le plus important. On lit beaucoup, là, je disais avant de faire cette vidéo-là, je lisais aussi ce qui s'était écrit sur Internet dans les critères pour sélectionner son courtier, puis je l'ai vu sortir souvent. Moi, ce n'est pas nécessairement obligatoire, donc c'est plus la compétence du courtier que je vais rechercher. Mais pourquoi la bannière nationale? L'accompagnement peut être mieux encadré si jamais le courtier a besoin d'aide. Il y a probablement plus de formations qui vont être offertes aux courtiers sur les nouveautés, les meilleures pratiques, etc. Donc, ça peut être un plus. Donc, généralement, les plus grandes bannières vont avoir plus de courtiers également, donc plus de chances de travailler peut-être avec certains de leurs collègues, plus d'informations qu'ils vont savoir. Donc, un de mes collègues qui il va mettre un plex en vente prochainement, etc. Donc, le réseau est un peu plus grand. Mais encore là, moi, j'ai fait affaire avec des courtiers qui travaillaient avec des bannières qui n'étaient pas du tout nationales au niveau même québécois et ça fonctionnait très bien. Est-ce que c'est un courtier qui est à temps plein ou qu'un courtier qui est à temps partiel? Il n'y a rien de mal à être à temps partiel, mais est-ce que le courtier a déjà un travail à temps plein qui est très prenant et il va pouvoir vous répondre juste sur l'heure du midi, dans ses pauses le soir et le week-end? Est-ce qu'il va être disponible très rapidement s'il sort une propriété pour vous accompagner? Est-ce qu'il va être disponible si vous avez une visite le mardi avec l'inspecteur? Est-ce que le courtier va être là? Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu dire tantôt sur la disponibilité que j'ai oublié. Une des choses que moi, ça c'est très personnel, les courtiers qui roulent beaucoup et qui font beaucoup de transactions, souvent, ils vont avoir des associés. Des courtiers associés, ils vont avoir des adjoints, etc. Et moi, quand je veux faire affaire avec un courtier, j'aime ça que ce soit mon courtier qui soit là. À moins qu'il soit en vacances, là, je peux comprendre. Mais dans certains cas, systématiquement, je parle tout le temps aux adjoints, je parle tout le temps aux courtiers qui travaillent avec eux, mais jamais aux courtiers avec qui moi je traite. Ça, personnellement, j'aime pas ça. Donc, si je fais affaire avec toi, est-ce que tu vas être disponible pour venir faire mes inspections, etc., pour m'accompagner à chacune de ces étapes-là? C'est pas tout le monde. Souvent, là, surtout ceux qui vont être des courtiers inscripteurs, il y en a qui ont des dizaines et des dizaines de propriétés en vente, donc ils ne sont pas capables d'être là eux-mêmes à toutes les visites, par exemple, qu'il va y avoir. Quel est le réseau de contact du courtier? S'il n'y a pas toutes les réponses, qui va contacter? S'il arrive un problème au financement et que vous êtes refusé, par exemple, par une banque
est-ce qu'il va être capable de vous orienter rapidement vers un autre courtier hypothécaire ou vers un autre démarcheur hypothécaire dans une autre institution financière? Moi, ça m'est arrivé, ça, dans certains cas, là, il y a quelques années, où on n'était pas refusé, mais on s'était disputé avec une première institution financière pour une raison technique et nos délais étaient très, très courts pour aller chercher notre approbation hypothécaire et les vendeurs refusaient d'extensionner parce qu'il y avait d'autres offres d'achat plus intéressantes qui étaient arrivées derrière. Et rapidement, donc, elle m'avait mis en contact avec un démarcheur hypothécaire dans une grande institution financière. Et on avait eu en 48 heures notre lettre d'approbation. Donc, dans certains cas, ça peut être le fun. Des fois, quand on fait une demande de financement, on veut également présenter une soumission à la banque pour aller chercher un prêt rénovation, par exemple. Surtout si on est propriétaire occupant. Ça veut dire qu'il va falloir, à l'intérieur de notre délai, par exemple de 10-15 jours, il va falloir présenter à la banque une soumission. Mais il faut trouver un entrepreneur qui va accepter de faire une soumission. Donc, le courtier pourrait vous mettre en contact avec son réseau également. Donc, très important. Moi, j'adore ça là, quand je vois le courtier devant moi qui dit, écoute, laisse-moi juste 2 secondes, je vais appeler telle personne, je vais voir s'il serait disponible pour me donner un coup de main parce que dans le passé, je l'ai aidé. Donc, souvent, ils vont s'échanger des services également. Et ils sont tellement en train de tout le temps collaborer avec plein de spécialistes de l'immobilier qu'ils ont généralement un téléphone plein de bons contacts là, qui veulent se rendre, ils veulent se rendre service. Tout ce qu'on vient de voir, les 9 derniers critères pourraient aussi se résumer à est-ce que le courtier travaille dans votre propre intérêt? J'ai une anecdote ici. La première fois que j'ai vendu une propriété, c'était un condo qu'on possédait. Et au moment de la mise en vente, on avait reçu des offres d'achat. Il y avait une journée où on avait reçu 3 offres d'achat. Ça avait pris quelques semaines avant le condo, mais cette journée-là, on avait reçu 3 offres d'achat. Et une des courtières collaborateurs, donc ce n'était pas ma courtière inscripteur, donc qui avait fait l'inscription, c'était une des courtières qui venait présenter des offres d'achat. Donc, sa cliente, elle était dehors, elle était dans l'auto devant la fenêtre, on pouvait la voir. La courtière, elle est rentrée toute seule pour nous présenter son offre d'achat. Et avant, elle s'est assise, elle nous a dit bonjour. Et elle dit, bon, avant que je commence, elle regarde notre courtière, elle dit, je veux négocier le prorata de la commission du courtier. Elle dit, je veux absolument que ça soit 50-50. Et là, je ne me rappelle pas, mais ce n'était pas exactement 50-50. Donc, je pense que nous, on avait 5 je pense, de frais de courtage qu'on donnait à notre courtière et elle en donnait 2,25 je pense, au courtier collaborateur ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'était pas exactement 50-50. Et donc, notre courtière, surprise, dit, ben non, c'était dans le système Matrix, c'est écrit 2,25. Puis là, l'autre courtière se fâche et commence à crier. Elle dit, moi, je veux absolument 50-50. Puis elle dit, mon conseiller m'a dit que je devais absolument... C'était une débutante. Là. Et là, la courtière se retourne vers nous, la courtière collaboratrice qui venait présenter l'offre d'achat. Elle se tourne vers nous, on était 2, et elle a dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Et on était tellement mal à l'aise. Et la dame, elle s'en vient nous présenter une offre d'achat et a fait une scène, une crise d'hystérie parce qu'il y avait un 0,25 là, qui était entre le 2,5 et le 2,25. C'était vraiment 600 $, quelque chose comme ça. C'était vraiment minuscule. Écoute, on l'avait mis dehors. On lui avait demandé de partir. Et donc, non, je ne vais pas vendre ma propriété à cette acheteuse-là, malheureusement. Donc, j'aurais bien aimé que l'acheteuse soit là parce que clairement, la courtière, elle ne travaillait pas dans son intérêt. Là, elle travaillait purement dans l'intérêt de sa petite commission qui était minuscule là, quand même. C'est un condo à 175 000. Puis, pour 0,25, là, ça ne valait pas la peine de faire cette grande dispute-là. Donc, est-ce que c'est un courtier qui va vous dire les vraies choses? J'ai déjà vu des courtiers qui simulaient des surenchères. Donc, ils vont dire qu'ils ont reçu d'autres offres d'achat. Donc, ils vont commencer à mentir à leurs collègues courtiers pour essayer de simuler qu'il y a plusieurs offres. C'est contre leur code d'éthique, mais je l'ai déjà vu devant moi. Ça s'est fait devant moi. J'aimerais ce courtier-là, je ne suis pas sûr qu'il travaille toujours dans l'intérêt. Donc, lui, c'est sûr qu'il travaillait dans l'intérêt. Il vendait la propriété, donc il travaillait dans l'intérêt de ses clients à faire augmenter le prix, mais il le faisait d'une façon pas éthique. Donc, je ne voudrais pas travailler avec ce courtier-là nécessairement. Vraiment, on veut travailler avec quelqu'un qui veut vous défendre bec et ongle pour avoir le meilleur deal pour vous, mais sans nécessairement biaiser le courtier-vendeur et le vendeur de la propriété également. Donc, vous me direz en commentaire si vous avez d'autres critères. Donc, je serais intéressé à vous lire. Donc, d'autres critères
pour sélectionner vos courtiers ou vos petites anecdotes. Donc, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, laissez-moi vos commentaires. Ça va me faire plaisir. Pour ceux qui seraient intéressés, là, depuis la semaine passée, donc j'ai mis à disponibilité un guide que j'ai intitulé « Comment les investisseurs immobiliers peuvent trouver des fonds pour faire leurs premières ou leurs prochaines acquisitions. » Donc, n'hésitez pas là, en haut ou en bas, là, selon la plateforme que vous écoutez. Donc, vous avez un petit lien qui a été mis là automatiquement où vous pouvez vous inscrire. Le système va vous l'envoyer automatiquement. Vous rentrez votre prénom et votre nom et vous allez recevoir ce guide-là tout à fait gratuitement. Il n'y a aucun engagement, évidemment, là-dedans. Donc, je vous remercie énormément et je serais très curieux de voir c'est quoi vos critères à vous ou vos mauvaises expériences aussi de travail ou vos bonnes expériences de travail avec vos courtiers immobiliers. Donc, merci beaucoup.